Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons de lire nos contes, les contes de Limousin. Pour moi c'est plutôt des légendes que des contes, mais enfin bon voilà, ça s'appelle comme ça. Donc aujourd'hui ça va être la rédemption de la source, l'amour d'un loup-garou et enfin la volonté d'un enfant. On va commencer par la rédemption de la source. Il existe non loin de Limoges, le long d'une route menant à une demeure d'exception, une petite chapelle dédiée à Saint-Martin. Chacun a entendu narrer l'histoire de ce légionnaire romain qui offrit la moitié de son manteau pour protéger un pauvre homme du froid. Mais il est une autre légende qui prend naissance en ces lieux mêmes. Vous ne la connaissez pas? Pas encore? Alors laissez-moi vous la conter. Lodine était une très jolie fille, mais nul prétendant ne trouvait grâce à ses yeux. Elle faisait naturellement preuve d'une grande méchanceté, repoussant de son mépris et de ses paroles vexantes tous ceux qui tentaient de l'approcher, tout comme ceux qui n'osaient pas. Son père et sa mère étaient fort dépités de la voir se comporter ainsi. Quelle en était la raison? Que fallait-il donc faire? En désespoir de cause, ils allèrent prier nuitamment dans la chapelle Saint-Martin. Non qu'ils estimaient ce sang plus qu'un autre, mais le lieu était près de chez eux. Il se trouve que, adossé au toit peinture recouvrant l'humble bâtiment, dormait un magicien de passage, ami de l'enchanteur Merlin. Il fut promptement réveillé par les supplications des deux parents, et les ayant écoutés sans se montrer, décida de leur venir en aide. Le lendemain, il se présenta sous les traits d'un beau jeune homme devant Lodine, parti au lavoir, près de la source. Elle fut impressionnée par la grâce de ses traits, mais lorsqu'il lui demanda de quoi se désaltérer, elle puisa dans un broc plus de vase que d'eau. L'enchanteur but cependant sans rien dire. Puis, s'essuyant les lèvres, il lui déclara: par l'eau croupie que tu m'as donnée à boire, tu devras pleurer toutes les larmes de ton désespoir. Pour tous ceux que tu as blessés par toute façon, il te faudra retenir la bonne leçon. Et il s'en alla. Lodine n'y prêta guère attention, mais lorsqu'elle voulut retourner chez elle, elle ne put s'éloigner de la source. Un lien invisible la retenait. Elle souffla, hurla, tempêta, cracha, mais rien n'y fit. Et vit soudain apparaître un de ses anciens prétendants et lui demanda son aide. L'autre crut à un piège et s'éloigna sans même lui répondre. Puis vit une femme dont elle avait moqué la laideur. Le fils de l'aubergiste, quant à lui, détourna son regard. Un jour passa, puis deux, puis 10. Ses parents considérèrent que le sang les avait écoutés et que la malédiction provenait bien de lui. Ils se gardèrent donc d'intervenir. Enfin, le jeteur de sorts revint près de Lodine. Sans mot dire, il lui sourit et s'assit à ses côtés. Alors la jeune fille comprit. Elle fut secouée de sanglots qui la laissèrent toute pantolante. Les yeux du magicien venaient de lui montrer la lumineuse présence de l'amour. Et pleura, pleura. Chaque larme portait en elle une des paroles blessantes qu'elle avait dû prononcer par le passé. De ces gouttes salées se mélangeant à l'eau de la source où naquit cet étang de la chapelle Saint-Martin, où se mirent aujourd'hui deux grands arbres silencieux. Et on dit qu'il faut venir s'y plonger pour laver son âme de l'amertume et de la tristesse. Quant à l'enchanteur, certains murmurent qu'il aurait gardé Lodine auprès de lui et qu'il l'aurait amenée dans la forêt des monts d'Oblon. L'aurait-il épousée? Nul ne sait. On passe à la seconde histoire qui s'appelle L'amour d'un loup-garou. Ce pays est bien étrange. Nombreux sont ceux qui viennent ici admirer la vue. Mais savez-vous quel événement mystérieux se déroula en ce lieu durant l'année 1742? Nul n'en parle. On n'ose remuer l'eau sombre des souvenirs. Et pourtant, Mariette aimait faire de longues promenades en forêt, coupant par le sentier qui menait de sa chaumière à la maison de sa grand-mère, de l'autre côté non loin du village de Sauvognac. Elle lui portait souvent une part de clafoutis, des pommes acidulées ou quelques légumes du jardin de son père. Or, ce jour-là, depuis que le temps s'était fixé au beau, Mariette avait pris pour habitude de s'arrêter sur le promontoire de la pierre branlante.
Elle appréciait ces moments de solitude, où seul le cri d'une buse en chasse déchirait l'air et réveillait l'écho. Or, ce jour-là, elle fut toute stupéfaite de voir, assis à sa place habituelle, un beau jeune homme qu'elle prit immédiatement pour un fils aisé d'une de ces grandes familles habitant près d'Ambazac. Que devait-elle faire? Continuer sa route? Elle hésita si bien que le garçon se rendit compte de sa présence et se leva précipitamment, cachant à peine le trouble qui le saisit sur l'instant à la vue de Mariette. Immédiatement, elle tomba sous le charme de ses yeux noirs, de sa chevelure aile de corbeau et de son mince cordelier. Comme font les jeunes gens lors d'une première rencontre, ils nouèrent une conversation timide, puis plus libre. Il parla, et parla encore. Mariette écouta, sentant son cœur battre la chamade. Chaque jour, elle se rendait à la pierre branlante, espérant revoir le bel inconnu. Et toujours il était là à l'attendre. Les deux êtres s'asseyèrent alors côte à côte, contemplant ensemble, au travers d'un amour naissant, la beauté de l'horizon et des plaines environnantes. Mais un matin, une rumeur puis une véritable alerte résonnèrent dans tous les villages à propos d'un loup dévorant les troupeaux et faisant régner la terreur. Imaginez s'il avait suivi un des enfants menant les brebis au pacage. Les hommes firent une battue et poursuivirent le grand loup noir. Il fut bientôt rattrapé et cerné par les chiens au niveau de la pierre que l'on disait branlante. Les fusils tonnèrent au moment où la bête sautait dans le vide. Elle se rétablit en contrebas dans les bruyères et ne tarda pas à disparaître. Nul ne sait la retrouver. Mariette, bien que craignant de rencontrer la bête féroce, remonta attendre son amie près de l'immense dalle de pierre. Ce jour-là, le temps passa. Elle ne remarqua pas immédiatement la tache de sang sur le rocher. Soudain, il apparut. Il respirait avec difficulté et la fixait de ses grands yeux noirs où se lisait tout son amour. Dans un murmure, il lui confia qu'il devait partir très loin et qu'il ne pourrait la revoir. Elle pleura dans ses bras. Il tenta de la consoler. Mariette passa sa main sur sa redingote, puis la retira, rouge et poisseuse. Elle comprit et recula, emplie de frayeur. Le jeune homme la regarda comme pour l'implorer. Elle s'approcha et lui caressant la joue, elle sut qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Mariette continua ses cheminements réguliers dans la forêt. On disait alors qu'elle cachait au regard des villageois celui qu'elle aimait toujours, malgré leurs différences, car il n'est pas si aisé de s'éprendre dans le loup-garou. C'est triste, hein? On passe à la dernière histoire d'aujourd'hui, donc c'est la volonté d'un enfant. C'est une histoire bien peu connue que je vais vous conter. Figurez-vous que ce matin-là, le jeune Henri marchait d'un bon pas. Il se dirigeait tout droit vers cette combe, un endroit où il aimait venir l'été. Ici, tout le monde le connaissait sous le sobriquet du rêveur. En ce jour de novembre, l'air était glacial et l'hiver s'impatientait, posant déjà ses valises dans les monts d'Ambazac. Henri avançait en serrant contre lui un étonnant petit flacon de verre bleu. Il dissimulait comme un trésor sous sa houppelande. Mais qu'avait-il donc de si précieux, ce récipient? Le gamin avait les joues rouges et les mains engourdies de froid. Dans la besace qui battait sa hanche, il avait mis un peu de terreau et une petite pelle, dérobée sous la pantille de son oncle. Le rêveur atteignit enfin la combe et s'arrêta au centre du pré. Au loin, le ruisseau cascadait encore, malgré le gel qui mordait l'eau. La campagne s'était habillée de cristaux blancs paraissant si fragiles sous l'air coupant. Henri s'accroupit, prit la pelle et creusa un trou. Puis délicatement il ouvrit le bocal bleu et laissa tomber dans sa main une graine, une unique graine marron clair luisante. Il la déposa tout au fond de la cavité et murmura: « Si tu viens au monde, alors je deviendrai planteur d'arbres. » Il recouvrit la sémence de terreau, tassa le tout et s'en alla.
Dès le printemps, il revint jour après jour. Rien ne se passait. Il revient même la nuit pour veiller en espérant la secrète maturation invisible. Les années s'écoulèrent et Henri partit dans une grande ville, puis s'installa à Paris. Bien loin, la combe, limousine, regardait les saisons danser, les arbres grandissaient imperceptiblement. Un jour, les oiseaux virent un beau jeune homme traverser le pré, marchant comme s'il cherchait un objet perdu. Soudain, il s'immobilisa et redressa lentement la tête. Devant lui, un magnifique tilleul argenté incliné ses branches dans le vent. Henri se jeta contre l'arbre. Il l'enserra de ses bras et pleura comme s'il venait de retrouver un vieil ami perdu de vue depuis trop longtemps. Devenu arboriculteur, le rêveur créa ici même, avec l'aide de son ami André, le plus bel arboretum de la région qui n'attend plus désormais que votre visite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces 3 petites histoires. Il nous en reste encore pour 2 samedis. Encore 2 fois 3 histoires. Et puis ça sera terminé pour ce livre et on enchaînera avec un autre. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao.